Le 10 septembre 2025, le peuple a-t-il été dessaisi de sa parole? Sa parole a-t-elle été confisquée par des mouvements politiques qui l'ont noyauté et qui ont torpillé l'effervescence populaire qui aurait pu naître? C'est une question que je vais poser tout au long de ce reportage, essayer de comprendre pourquoi, au fond, l'initiative populaire qui avait fleuri cet été a été récupérée et probablement neutralisée par des partis politiques avec une idéologie gauchisante, marquée, bien connue. Est-ce que ces mouvements politiques, au fond, ont récupéré le mouvement pour faire des voix aux élections et surtout empêcher que la rue ne prenne le pouvoir comme les initiateurs du 10 septembre en avaient annoncé l'intention? En tout cas, moi, je me suis promené dans Paris ce 10 septembre. Je ne suis pas seulement allé sur les lieux des manifestations, j'ai parcouru les rues, j'ai vu énormément de rues vides, j'ai vu une ville très calme. Exceptionnellement, dès le matin, il était possible de s'asseoir dans le métro aux heures de pointe, ce qui n'arrive jamais d'ordinaire lorsque la ville est active. Il y avait 80 km de bouchons seulement à Paris. Ça signifie qu'à Paris, en tout cas, il ne faut pas étendre ça à tout le pays ni à toute la province notamment, mais à Paris, en tout cas, il n'y a pas eu de mouvement populaire marqué. Le mouvement du 10 septembre n'a pas emmené les Parisiens dans un rêve, ni dans une espèce de liesse, comme on avait pu la connaître à l'époque des Gilets jaunes. Souvenez-vous, les Gilets jaunes, c'était des gens ordinaires, des gens qu'on ne voyait jamais dans les manifestations, qui parfois même n'avaient jamais manifesté. Le 10 septembre, c'était tout le contraire. On a vu des activistes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes. On va le voir durant ce reportage. Ce n'était en tout cas pas la sociologie des Gilets jaunes qui s'est donnée dans les rues le 10 septembre. En France, on estime qu'environ 200-250 000 personnes à travers tout le pays sont descendues dans la rue le 10 septembre. Ce n'était pas des Gilets jaunes. Est-ce que c'était le peuple? Voilà la question que je voudrais poser aujourd'hui. Moi je pense qu'il c'est une blague. Voilà, les images que vous venez de voir, je crois, sont assez éloquentes. Vous avez vu notamment des rassemblements antifascistes place de la République, qui sont des rassemblements tout à fait significatifs parce qu'ils sont le fait de jeunes militants, d'activistes, pratiquement des militants professionnels, qui se reconnaissent entre eux, qui sont très structurés, qui ont des slogans, des habitudes de manifestation pour échapper à la police notamment. Nous sommes très loin de l'improvisation qu'on a pu connaître notamment à l'époque des Gilets jaunes. Et c'est ici que nous avons une question qui se pose, puisque vous savez que j'ai d'ailleurs fait un article sur ce sujet dans mon Substack, sur qui a tiré les ficelles du peuple, entre guillemets, avant la fin août, entre en gros le mois d'avril où l'idée d'un mouvement bloquant tout a commencé à émerger, la présentation du plan de 44 milliards d'économies de François Bayrou, qui a eu lieu le 15 juillet, entre le 15 juillet et, pour aller vite, le 25 août.
Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu très souvent un peuple qui s'est exprimé. J'ai fait un article sur les dessous de cette affaire. Il y a le peuple qui s'est exprimé, des gens très en colère, qui au fond rappelaient un peu les Gilets jaunes, des gens qui étaient très opposés au principe de l'austérité, de la réduction des dépenses publiques, de la réduction des services publics en général, des gens qui dénoncent l'oligarchie financière, qui dénoncent parfois la technocratie, qui dénonce souvent les règles absurdes et qui, d'une manière générale, a un positionnement qui consiste à dire, eh bien, revenons à la France de De Gaulle, revenons à la France d'avant 1968, et là, tout était simple et tout était heureux. J'ai, dans de nombreuses vidéos, eu l'occasion de dire combien cette idée me paraissait mythologique, c'est-à-dire que sous De Gaulle, on parle beaucoup de gaullisme social, mais sous De Gaulle, la semaine de travail était à 48 heures, les salaires étaient très bas, le niveau de vie était beaucoup moins élevé qu'on ne l'imagine, la vie était moins facile qu'on aime bien le dire aujourd'hui, mais il y a cette mythologie qui a imprégné le mouvement du 10 septembre, une mythologie populiste qui est, eh bien, le peuple est victime d'élites incompétentes, le peuple c'est une entité merveilleuse, la logique est assez binaire, c'est une entité merveilleuse, le peuple, et il est aujourd'hui en France opprimé par une minorité d'incompétents qui volent, qui est corrompue. Et si on se débarrassait de cette minorité, si on revenait à la France de De Gaulle, tout irait bien mieux. Et c'est ça qui a été le moteur d'un certain écho du 10 septembre et de la sympathie que beaucoup de Français pouvaient avoir pour ce mouvement. Alors, dans le papier que j'ai fait sur mon Substack, j'ai montré que ceux qui étaient derrière les groupes où cette parole-là se structurait étaient des professionnels de ce genre de mouvement qui ont déjà, à l'époque du pass sanitaire, de la lutte contre la covidopholie, le narratif covidiste, ces gens ont déjà organisé l'échec des mouvements populaires. Et sans surprise, comme l'a montré, j'ai aussi fait un papier cet été sur mon Substack signalant les travaux d'un politologue néerlandais qui s'appelle Casmud. Casmud a assez bien, très bien même, de mon point de vue, analysé les mouvements populistes et il a parlé d'idéologie mince les concernant, c'est-à-dire au fond d'une vision du monde très sommaire, très morale d'ailleurs. Il y a le bon peuple et les méchantes élites. Évidemment, il ne peut pas y avoir de voyous, de profiteurs, de fraudeurs dans le peuple, ni de feignants. Ce serait l'insulter que de dire ça. Les feignants, les voyous sont forcément dans l'élite. Et dans cette vision très binaire, très simpliste, eh bien, il y a une idéologie qui ne permet pas de couvrir tous les champs, qui n'a pas réponse à tout, à toutes les questions. Est-ce qu'il faut réformer l'hôpital? Comment on réforme la tarification de l'activité dans les hôpitaux? C'est pas avec méchantes élites, bon peuple qu'on trouve les réponses, et donc il est inévitable, selon Casmud, que les mouvements populistes soient hybridés par des idéologies complètes, des idéologies solides, soient hébergés, comme ils disent, par une idéologie qui est complète, soit de gauche, soit de droite. Alors on voit bien que assez rapidement, lorsque Jean-Luc Mélenchon a annoncé son soutien à la fin août au mouvement du 10 septembre, quelques jours d'ailleurs avant que François Bayrou annonce son suicide politique, eh bien dès lors que Jean-Luc Mélenchon a annoncé son soutien au mouvement, eh bien, il en a changé la nature. Il l'a hybridé, comme dit Casmud, le politologue néerlandais, et au fond, il l'a ramené, ce mouvement d'ordre spontané, d'une certaine façon, cette colère bouillonnante, il l'a ramené dans l'ordre vertical de la France insoumise, avec ses chefs, ses mots d'ordre, sa discipline, ses manifestations organisées. Vous vous souvenez des gilets jaunes où ça partait dans tous les sens, où il y avait, on avait l'impression comme ça d'une effervescence, d'un bouillonnement militant. Beaucoup ont espéré refaire la même chose le 10 septembre avec des blocages spontanés, une espèce de retrait du peuple, d'abstention du peuple, une résistance passive à la Gandhi, et puis au fond, tout ça est revenu à la normale, j'allais dire, militante, grâce à Jean-Luc Mélenchon, qui a dit on va répéter les méthodes habituelles du militantisme d'extrême gauche que LFI maîtrise par cœur et sur lequel LFI a montré sa véritable expertise. La France insoumise est un mouvement particulièrement professionnalisé en matière
de lutte contre le pouvoir, mais selon des structures, des techniques, des tactiques extrêmement légalistes. Pour illustrer ce propos, j'ai réalisé 3 micro-trottoirs, comme on dit, 3 mini-interviews dans la rue que je vais vous montrer. Et ça va vous permettre de mieux sentir ce qu'était l'ambiance dans la manifestation Mélenchon. Alors je me suis abstenu de le faire place de la République. Il y avait beaucoup d'antifascistes qui étaient très énervés, et vous savez que d'abord beaucoup sont proches des Black Blocs ou voire des Black Blocs, donc n'aiment pas être filmés. Et puis dans l'échauffement général, je n'avais pas envie de me prendre un pain dans la figure, surtout que les policiers n'étaient pas forcément prêts à intervenir directement sur la place. Donc j'ai préféré éviter d'avoir une démarche qui aurait pu paraître provocatrice vis-à-vis des antifascistes de la place de la République, mais ça vous donne aussi une image du niveau d'appétence à la démocratie que ces jeunes activistes pouvaient avoir. J'ai fait des micro-trottoirs dans la manifestation de Mélenchon, et vous allez voir, c'est parlant, je vais vous les montrer. Merci d'accepter l'interview. Vous êtes là pourquoi? Puisqu'on est près de Mélenchon, si j'ai bien compris. C'est quoi? C'est la manif. J'ai pas tout compris, parce qu'il y a beaucoup de manifs. Non, il n'y a aucun rapport avec la France Insoumise. Enfin, voilà, il y a des gens de presque tous les bords politiques, en tout cas, j'espère de gauche. Mais non, pas particulièrement de LFI, pas particulièrement de... Et vos revendications sur ce mouvement, c'est quoi? C'est qu'on vous voyez, je porte un kéfier, du coup, la libération de la Palestine, que la France prenne des mesures par rapport à la situation au Moyen-Orient. Quel genre de mesures? Quel genre de mesures? Franchement, déjà qu'elle arrête ses partenariats avec l'État d'Israël. Et sinon, d'un point de vue national, on manifeste aussi après la nomination de Monsieur Le Cornu, voilà, que nous estimons est une blague. Voilà, après la dissolution du gouvernement Bayrou, Macron, le jour d'après, nomme un ministre, Le Cornu, qui est très proche de lui, qui, nous en sommes sûrs, va continuer sa politique, voilà, et qui est tout à fait attentatoire aux mouvements sociaux et aux acquis sociaux. Sans indiscrétion, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous faites quoi dans la vie? Moi, ce que je fais... Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je ne répondrai pas. Comment? Je ne répondrai pas. D'accord, merci. Vous voyez, j'ai commencé par interviewer, alors ils étaient deux jeunes qui passaient, plutôt maghrébins, je pense. Et seul le jeune homme a accepté de témoigner, vous l'avez vu, et vous voyez bien que son discours à lui consiste essentiellement à dire que le 10 septembre, c'est un mouvement pour la Palestine et pour la rupture des relations diplomatiques entre la France et Israël. Et ça me paraît très emblématique de la façon dont, au fond, le mouvement du 10 septembre, qui, je pense, était un mouvement purement franco-français, d'une certaine façon, et de protestation contre le budget Bayrou, ça me paraît être une bonne illustration de voir comment ce mouvement a servi d'abri, si j'ose dire, à héberger, comme dit Casmude, des revendications qui sont totalement étrangères à l'intention initiale de ceux qui ont voulu ce mouvement du 10 septembre. Alors c'est vrai que ces militants citent après les urgences en France, hein, mais on voit bien que d'une certaine façon la grogne du 10 août a aussi été nourrie par des questions extérieures au budget Bayrou. Cette grogne a été nourrie par la question palestinienne, qui est importante pour les musulmans, pas que les musulmans d'ailleurs, pour beaucoup de militants de la France insoumise, mais notamment les militants musulmans. Alors, je voudrais le redire, il y a énormément de musulmans en France, très peu sont militants, et dans ceux qui sont militants, c'est vrai qu'on compte beaucoup de mélenchonistes, mais ça fait une part minime de la communauté musulmane, parce qu'en réalité, le conflit, on nous a beaucoup dit, le conflit israélo-palestinien va être importé en France, et bien il l'est très minoritairement, très marginalement par quelques militants LFI qui considèrent que le mouvement du 10 septembre était une occasion de se mobiliser sur ce sujet. Rappelons que, selon les chiffres de la Fondation Jean Jaurès, environ 75% des participants dans la rue à la journée du 10 septembre étaient des militants de la France insoumise. Je vous montre un autre micro-trottoir qui, lui, m'a estomaqué.
Bonjour, merci d'accepter cette petite interview. Dites-moi pourquoi vous êtes là. Alors je montre votre pancarte, je montre la campagne de votre copine qui ne veut pas apparaître, elle a tout à fait le droit. Pourquoi vous êtes là? Parce que j'estime que c'est un ras-le-bol général au niveau du gouvernement. Il y a eu beaucoup d'élections, beaucoup de premiers ministres et au final c'est comme si le président il nous écoutait pas alors que le peuple a parlé, la gauche elle a été élue, il y a des mesures qui ont voulu être mises en place et des députés qui se battent tout le temps pour ça et au final on fait comme s'ils n'existaient pas, on fait comme si... Alors c'est quelles mesures qui ont été votées qui ne sont pas mises en place? En tout cas, je peux vous parler déjà de la loi du plomb. Ça, c'est quelque chose contre une loi contre laquelle on a beaucoup lutté et au final, c'est quelque chose à chaque fois qui passe. Mais pour le coup, c'est une loi d'initiative parlementaire. C'est pas une loi voulue par Macron. C'est des députés qui l'ont adoptée entre eux. Il y a pas mal de députés aussi du parti de Macron. Mais ils ont été élus démocratiquement ou pas? Est-ce qu'ils ont le droit de vote selon vous s'ils ont été élus? Ils ont le droit de vote, mais dans ce cas-là, si on est parfaitement démocratique, c'est le Front populaire qui est censé être à la majorité. Il a eu une majorité relative, il n'a pas une majorité absolue. Oui, mais on ne l'écoute pas du tout. On ne l'écoute pas relativement, on ne l'écoute pas du tout là aussi. Il y a des socialistes qui font partie du Front populaire qui ont voté la loi du plomb. Les socialistes, je ne l'écoute pas dans le Front populaire personnellement. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'expression du peuple? Quand je vous dis tel député il est élu par le peuple, ah oui, mais je ne le compte pas dans le peuple. Parce qu'il y a beaucoup de députés qui décident aussi de devenir carriéristes, donc au final leurs opinions ils les mettent de côté. Et pour moi le Parti socialiste c'est les personnes qui font ça justement. Donc, et à la France insoumise il n'y a pas de carriéristes? Non, moi j'estime que non. Il y a des gens bien et les autres c'est des méchants, c'est ça? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Comme vous le voyez, ça me paraît totalement extraordinaire, pratiquement surréaliste. Nous avons deux jeunes étudiantes. Alors, une n'a pas voulu se montrer. Là encore, il y a une culture de la peur, même à la France insoumise, même chez les jeunes, une culture de la peur de s'exprimer. Il y a de façon assez révélatrice une critique permanente de la démocratie n'est plus respectée, on ne respecte plus les grandes libertés fondamentales dans ce pays. Macron est un méchant, mais nous-mêmes, nous n'allons pas nous exprimer parce que nous avons peur. Et là, c'est déjà un élément révélateur qui est qu'un certain nombre de personnes, notamment des jeunes, des très jeunes, des étudiants encore, peuvent avoir peur de façon irrationnelle et peuvent se cacher en se disant c'est pas bien mais on n'a pas le courage, on veut la révolution mais surtout on ne prendra pas de risque, on ne prendra pas le risque d'apparaître, ce qui annonce déjà l'échec de cette révolution à venir. Ce qui m'intéresse dans le discours de cette étudiante qui est une Française de souche, les deux étaient des Françaises de souche, je n'aime pas cette expression mais elles permettent de dire que je n'étais pas devant des militantes d'Aulnay-sous-Bois venus du milieu de l'immigration. Ces deux étudiantes ont une absence de conscience politique totale, c'est-à-dire que la France insoumise ne forme pas ses militants et ces militants sont convaincus qu'au fond, là encore, nous sommes dans le combat du bien contre le mal, ce qui pose la question de l'infiltration de l'idéologie populiste dans le discours marxiste-léniniste de la France insoumise. C'est qu'au fond, la France insoumise elle-même endosse cette idée qu'il y a le bien contre le mal, qui est quand même une idée très bourgeoise et chrétienne à la base. Et donc dans la France insoumise, dans ce combat du bien contre le mal, eh bien, le leader insoumis, le député insoumis ne peut pas être carriériste, ne peut pas être opportuniste. En revanche, tous les autres le sont, et surtout d'ailleurs les socialistes qui sont des grands méchants. Et le projet politique de ces jeunes s'arrête à peu près là. Il s'arrête à on va défendre le bien, et le bien c'est les gens de la France insoumise, c'est eux la démocratie, et tous ceux qui n'émanent pas de la France insoumise eh bien, sont contraires à la démocratie parce qu'ils sont opportunistes, corrompus, méchants, moralement peu fréquentables. Voilà. Et c'est au fond cet effondrement de la construction idéologique que la participation de la France insoumise à la journée du 10 septembre illustre aussi. C'est-à-dire que si le 10 septembre a été hébergé par la France insoumise parce que la France insoumise a une idéologie complète, cette idéologie complète, c'est quand même, d'une certaine façon, effondrée en se mettant dans une vision morale binaire qui n'a pas de sens par rapport aux grandes heures des discours marxistes qu'on a connus, même au PCF, dans les années 70. Je vous montre un troisième micro-trottoir qui, lui, est
proprement stupéfiant. Comprendre pourquoi on est là, écoutez. Alors, on montre. Alors, expliquez-moi, voilà, votre revendication à vous, c'est quoi? Elle est large. On arrête de se foutre de notre gueule en nous donnant de la merde à manger, par exemple. En fait, tout est marqué, monsieur. Je vous propose Nous de donner lire. à manger. Par exemple, on en a marre d'être malade. Ouais. Vous savez que 35% des Français ont une maladie chronique? Probablement, oui. Merci. Alors, je trouvais cette intervenante qui n'a pas beaucoup voulu parler parce que là aussi elle était entourée de plusieurs personnes qui manifestement étaient des fonctionnaires, ils faisaient très CNRS. Et ces gens-là manifestement n'ont pas voulu se mouiller, donc elle a accepté de parler en me montrant sa pancarte qui était un peu fouillie, qui sur une seule image regroupait tous les problèmes du monde. Là encore on a sombré dans le simplisme, et sa phrase qui est « je ne veux plus tomber malade, je ne veux plus qu'on tombe malade, donc je participe à la journée du 10 septembre », me paraît résumer de façon assez forte une certaine motivation magique qu'il y a chez les militants de la France Insoumise. C'est face à tous les problèmes du monde, on veut une espèce de talisman, on veut une espèce de gris-gris qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon et qui est un gourou et qui va nous protéger de tous les malheurs du monde. Et lorsqu'il va arriver au pouvoir, eh bien, il n'y aura plus de maladie. C'est une vision profondément animiste, j'allais dire, superstitieuse de la réalité. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir que eh bien, la reprise en main du mouvement par la France Insoumise a conduit à un effondrement superstitieux du mouvement du 10 septembre, mais à son encadrement idéologique et son encadrement, j'allais dire, policier, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser les gens faire des blocages un peu partout, eh bien, Mélenchon les a mis dans la rue, les a fait défiler dans un vrai calme, parce qu'il n'y a pas eu d'incident majeur dans la manifestation Mélenchon. Il y en a eu ailleurs, mais pas chez Mélenchon. Et au fond, on voit bien comment la reprise en main du mouvement par Mélenchon permet de le polisser tout en le maintenant dans un avachissement idéologique extraordinaire. Penser que Mélenchon au pouvoir, on ne tombera plus malade, il faut être avachi intellectuellement, même si on est chargé de recherche, directeur de recherche, diplômé et salarié du CNRS. C'est fascinant. Ce qui m'intéresse ici, à travers ce petit parcours, cette déambulation, comme aurait dit Emmanuel Macron, dans les rues de Paris, eh bien, c'est de répondre à cette question: le peuple est-il mort? Le peuple populiste est-il mort? Est-ce qu'au fond, le 10 septembre n'a pas marqué une rupture dans la séquence populiste que nous vivons depuis plusieurs années, avec notamment l'émergence du Rassemblement national, qui repose beaucoup sur cette idée, vous vous souvenez, cette expression de Jean-Marie Le Pen à l'époque, c'était avant Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen aimait bien dire dans les manifestations: maintenant debout, tête haute, main propre. Et Jean-Marie Le Pen est le premier qui a codifié dans le discours politique en France cette idée que, dans le discours contemporain, cette idée qu'il y avait une élite corrompue, défaillante, immorale, qui ruinait un peuple de braves gens, voilà, qui n'avaient rien à se reprocher. Alors c'est une idée qu'en réalité Jean-Marie Le Pen n'a pas inventée, puisque c'était une idée déjà extrêmement forte sous Poujade. Mouvement, le poujadisme a intégré Jean-Marie Le Pen à l'époque, dans les années 50. Ça a été la première grande représentation politique de Jean-Marie Le Pen. Il avait été élu député poujadiste, je crois, en 1954, quelque chose comme ça, avant de partir en Algérie combattre. Donc Jean-Marie Le Pen n'a pas inventé cette thématique très poujadiste qui a été très forte dans les années 50 en France et qui a connu une résurgence. Alors Jean-Marie Le Pen l'a relancée notamment dans les années 80, mais cette idéologie est devenue très forte, cette vision binaire populiste est devenue très forte dans les années 2010, avec notamment l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national, qui a beaucoup joué sur cette idée d'opposition entre une élite corrompue et financiarisée, esclave de l'argent, et un petit peuple qui en souffrait et qui était innocent. On voit bien que le Rassemblement national s'est tenu à l'écart du mouvement du 10 septembre, et on voit bien que cette thématique binaire, qui est très forte dans le Trumpisme aux États-Unis, qui est très forte dans les mouvements dits populistes en Europe, eh bien cette thématique binaire, elle a été reprise, elle a été endossée par Jean-Luc Mélenchon. C'est devenu très clair à l'occasion du 10 septembre. Mélenchon a raté le mouvement des Gilets jaunes.
notamment parce qu'il y a un caractère irréconciliable entre l'idéologie complète de marxiste-léniniste qui l'anime et le simplisme binaire du populisme. Et au fond, Jean-Luc Mélenchon a accepté un grand compromis historique avec ce populisme, probablement dans l'espoir de remporter l'élection présidentielle grâce à cette force, en coupant l'herbe sous le pied du Rassemblement national. Donc de façon assez paradoxale, puisqu'en réalité, Jean-Luc Mélenchon attire à lui des diplômés, des étudiants, des militants politiques, des fonctionnaires. Mais cela dit, nous avons cette question au fond, qui est qu'il y a eu une séquence populiste, et c'est, de mon point de vue, nous assistons à sa clôture, à son enterrement en prof de première classe, par l'intervention de la France insoumise et par la récupération de ce sujet par la France insoumise, qui au fond va, comme le politologue néerlandais Casmud le disait, va enterrer la dynamique, l'énergie militante du mouvement du 10 septembre. Alors pourquoi peut-on dire qu'il l'enterre? Je regarde mon petit timing, mon time-lapse. Pourquoi peut-on dire cela? Bien parce que je l'ai déjà évoqué dans les images qu'on a vues. D'abord, il y a un avachissement général de la population. On a vu les rues extrêmement calmes de Paris. Je vous en montre là en ce moment. Les rues de Paris étaient étrangement très à l'abri de ce mouvement que certains croyaient révolutionnaire et qui au fond a été extrêmement localisé. Il n'y a notamment rien eu en dehors des arrondissements centraux, en dehors de la place de la République et du Châtelet. Il y a eu éventuellement quelques échauffourées. Le soir, il y a eu une activité, une résurgence dans le 19e arrondissement, mais l'essentiel de Paris ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un mouvement du 10 septembre. Ce qui signifie bien qu'au fond, il y a une apathie, une inertie dans la population, et que le mouvement du 10 septembre a été très circonscrit par la logique de discipline de parti que la France insoumise, mais que d'autres mouvements gauchistes, des mouvements communistes, des mouvements antifascistes sont parvenus à instaurer. C'est-à-dire que ces mouvements ne tolèrent pas l'indiscipline des guerriers gaulois qui font un peu tout ce qui leur passe par la tête. Ils font pour des actions structurées, avec un axe idéologique carré, et donc une discipline verticale. Et c'est probablement ça qui, moi, me paraît le plus frappant dans le 10 septembre, dans la mort du peuple populiste, c'est l'évanescence de l'ordre spontané, de la capacité à agir horizontalement, et la reprise en main de ces mouvements par une discipline de parti et une discipline idéologique. D'une certaine façon, donc, la révolution est morte le 10 septembre. C'est-à-dire que je le sais, beaucoup ont appuyé sur l'idée imminente, et tout au long de la journée du 10 septembre, je lisais les messages sur les réseaux sociaux expliquant que les rues débordaient de manifestants, qu'au fond, il y avait une ferveur, qu'on n'allait pas en rester là, que le système avait peur, que tout allait basculer, que nous étions au bord du gouffre, de la grande bascule. Et rien de tout cela ne s'est produit. Au contraire même, tout cela a été enterré par les partis politiques. Nous avons retrouvé, là encore, l'analyse de Casmud que j'ai évoquée, notamment sur Substack, et dans l'article qui accompagne cette vidéo sur le courrier des stratèges. Ne manquez pas de vous abonner, nous avons baissé nos tarifs, nous sommes à 79 € par an maintenant, contre 99 encore il y a quelques jours. J'en ai parlé, retrouver ces analyses. Casmud, le politologue néerlandais, nous explique bien que la colère des mouvements populistes est trop sommaire, trop mince pour pouvoir former une construction politique qui a un avenir en dehors des grandes organisations, et notamment des organisations d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et au fond, c'est à cela que nous avons assisté le 10 septembre. Le 10 septembre, il n'y a pas eu de révolution imminente. Il y a eu un enterrement de la révolution par la France insoumise et par sa logique disciplinaire, j'allais dire, dans tous les sens du terme, de parti très structuré, très vertical, avec un chef qui est un gourou, qui est un dictateur, qui est Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde sait que Jean-Luc Mélenchon exerce une terreur sur son parti, sur ses militants. Il y a un livre qui a expliqué d'ailleurs
de mon point de vue très malhonnête, ce qui se passait à la France insoumise, parce que les personnes qu'on a vues, Daniel Simonet, Alexis Corbière, je crois que Clémentine Autain a dû donner des témoignages écrits. Tous ces gens-là se sont plaints de l'autoritarisme de Jean-Luc Mélenchon, mais enfin, après en avoir profité, après eux-mêmes avoir eu des comportements extrêmement autoritaires vis-à-vis des autres. Et donc, on le sait, la France insoumise est un parti qui est fondé sur la verticalité, sur l'ordre, sur la hiérarchie, avec un chef qui dirige et qui est extrêmement puissant, des militants qui sont supposés obéir au doigt et à l'œil. C'est le parti de l'ordre, la France insoumise. Parti de l'ordre soviétique, mais c'est le parti de l'ordre, dont tous ceux qui l'ont critiqué ou disent en avoir souffert étaient de parfaits adeptes et sont restés de parfaits adeptes. Et c'est ce parti qui a clôturé l'esprit révolutionnaire du mouvement Bloquons tout. Probablement, je l'ai dit, mon Substack l'a dit, sur Substack je l'ai dit, j'ai dit qui tire les ficelles des marionnettes du 10 septembre, qui les a tirées tout au long de l'été, ce sont des gens qui préparaient la voie à une reprise en main pour la plus grande satisfaction et de Mélenchon et d'Emmanuel Macron qui a évité une remise en cause trop lourde ce 10 septembre. Voilà ce qui est important. Et je crois que le 10 septembre n'est certainement pas les prémices d'une révolution, c'est au contraire l'enterrement de la révolution par les anciens de la politique, par les Mélenchon, qui ont montré qu'au fond, même si leur organisation était truffée de défauts, de problèmes, d'imperfections, au fond, et même si leur organisation a un caractère obsolète, encore que, eh bien, seules ces organisations sont capables de réellement construire une action politique. Et qu'au fond, l'idéal spontané de « on va tout bloquer », c'est bien gentil, mais ça ne mène à rien. Et au fond, Mélenchon l'a dit, Mélenchon en a pris acte, Mélenchon a repris les choses en main et les a mises à son service. Voilà. Le 10 septembre, contrairement à ce que plein de gens ont dit sur les réseaux sociaux, ce n'était pas l'imminence d'une révolution, c'était son enterrement. Ne manquez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci de votre soutien. Abonnez-vous au Courrier de Stratège. Retrouvez-moi sur Substack. À bientôt mes amis.